C'est inéluctable d'un point de vue scientifique. Dans 10 millions d'années, l'homme aura disparu de la surface de la Terre. Mais à quoi ressembleront alors les animaux qui peupleront la Terre? Deux exemples, des têtards de 40 mètres de long et des pingouins à propulsion. Vous allez découvrir ce soir un bestiaire imaginaire, mais parfaitement réaliste. Bonsoir Marc Boulet, merci d'être avec nous. Vous êtes sculpteur animalier et vous êtes le co-auteur de ce magnifique livre intitulé « Demain les animaux du futur ». C'est publié aux éditions Belin. Co-auteur également de cet ouvrage, Sébastien Steyer. Bienvenue à vous également. Bonsoir. Vous êtes paléontologue donc, et vous avez collaboré tous les deux. Vous collaborez d'ailleurs, on le précise d'entrée, depuis 20 ans sur ce thème précis. Sébastien Steyer, en principe, un paléontologue travaille plutôt sur le passé, hein, bien entendu. Qu'est-ce qui vous a incité à vous projeter, j'ai envie de dire, aussi loin dans l'avenir? C'est une récréation, c'est pendant les vacances, en fait, avec Marc, on s'amuse finalement à imaginer des formes de vie plausibles, en sachant que la plupart de ces formes de vie viennent de l'imagination de l'artiste, et le scientifique que je suis essaye de rendre le plus plausible possible cette faune extraordinaire. Alors vous êtes bien entendu basé sur des grands scientifiques du passé, notamment Albert Einstein, qui disait « l'imagination est plus importante que le savoir ». On retrouve cette phrase dans votre livre. En quoi, selon vous, est-ce vrai? L'imagination, lorsqu'elle est cadrée d'un point de vue scientifique, a pour moi une valeur qui est complètement décuplée. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de ce genre de contraintes, entre guillemets, ce genre de cadre scientifique, on peut vite partir dans du n'importe quoi. C'est pour ça que lorsque j'ai eu l'idée de faire ce projet, il y avait deux solutions. Soit je le faisais tout seul et ça tombait vite dans du Pokémon, ou soit je m'encadrais de scientifiques. Et Sébastien, je le connais depuis très longtemps, je savais que c'était un très bon paléontologue, et j'avais vraiment besoin d'un cadre scientifique pour pouvoir justement donner libre cours à mon imagination. Et c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que vous vous êtes plutôt bien amusé. Alors moi, j'aime beaucoup Neosidaris Schwarzeneggeri, hein, c'est comme ça que vous l'avez dit, c'est un oursin tueur. Schwarzenegger, c'est ça? C'est ça, c'est un oursin très lourd, très robuste, qui perce en fait ses proies à l'aide de sa lanterne d'Aristote, cette espèce de pseudo-mandibule qu'ont les oursins en fait aujourd'hui. Donc on a imaginé en fait un oursin terrestre capable de chasser, de perforer ses proies presque à distance, un petit peu comme le Terminator de Schwarzenegger. La sélection naturelle s'opère dans le cadre de ce que vous constatez, vous, avec l'imagination, mais aussi avec la rigueur scientifique? Oui, on utilise en fait la sélection naturelle comme base finalement scientifique pour comment dire, cadrer l'imagination de l'artiste, encore une fois. On utilise aussi les contraintes environnementales, les climats, les données tectoniques. On essaye de prendre un petit peu ce qui existe finalement en ce qui concerne les connaissances scientifiques actuelles. Alors il y a des fiches d'identité, donc avec des noms latins, je viens d'en citer un. Vous qui êtes sculpteur et qui façonnez, si on peut dire, ces animaux, quel est, vous, votre préféré? Je les aime tous, parce que ce serait difficile de dire que j'en aime pas, sinon il ne serait pas dans le livre. Mais mon préféré quand même, c'est le Neoviraptor. C'est celui qui détrône le super prédateur, justement. Ouais. Je l'aime beaucoup, celui-là. Et vous, Sébastien Steyer? Moi, j'aime bien le petit Cosima qui apporte une petite touche d'harmonie, de douceur dans ce voyage en fait dans le futur. Le petit Cosima, c'est un colibri du futur qui est retourné au milieu terrestre et qui vit en symbiose avec sa plante. Alors, il y a notamment la science-fiction qui s'est déjà inspirée de tels sujets. En quoi est-ce différent? On a par exemple, je crois, dans le livre, le dinosauroïde, hein, il me semble. Ça, ce n'est pas de vous, hein, on est bien d'accord. Hein, mais en quoi est-ce différent? C'est un collègue en fait qui a imaginé un dinosaure en fait actuel en imaginant l'extinction absente finalement de l'histoire des dinosaures. Donc c'est ce qu'on appelle une uchronie en fait évolutive, c'est-à-dire un trajet différent de l'histoire telle qu'on la connaît en fait aujourd'hui. Nous, on est plus dans la prospection, l'anticipation en fait. On est dans la science-fiction et ça s'appelle la biologie spéculative. Alors, c'est vous qui les avez donc conçus, Marc Boulet, pardon, excusez-moi. Comment est-ce qu'on fait vraiment pour les inventer? Je veux dire, on parlait tout à l'heure d'un perroquet à propulsion, d'un têtard de 40 mètres de long. C'est un travail d'imagination, certes, on l'a bien compris, mais concrètement, comment vous travaillez? Alors avant tout, c'est un livre c'est une invitation à un voyage dans le futur imaginaire.
Alors maintenant, comment je fais dans un cadre scientifique, on est bien d'accord, qui me rassure, qui me conforte beaucoup justement. À vrai dire, justement, puisque je suis bien cadré scientifiquement, l'imagination est vraiment décuplée. C'est-à-dire que je passe beaucoup de temps à regarder des documentaires animaliers, aller sur le terrain aussi, observer des animaux. J'ai chez moi aussi des aquariums, des terrariums où j'observe des animaux ponctuellement. Donc la plus grande partie de mon temps, c'est vraiment de l'observation animalière. En fonction de ça, je fais une synthèse, une analyse que je soumets à Sébastien. Ouais. Et de là, ça nous sert de trame de base pour pouvoir commencer à travailler de mon côté au niveau des modélisations. Alors je disais un ouvrage magnifique, il n'y a pas que les animaux, il n'y a pas que la faune, il y a aussi la flore. Et là aussi, c'est tout aussi fascinant. On découvre une planète dans 10 millions d'années qui est divisée entre océans, mangroves infinies et aussi des terres arides. Vous imaginez d'ailleurs aussi la végétation future, la flore. Là aussi, qu'est-ce qu'on apprend? Destruction totale de l'humanité et la flore, comment elle évolue? Alors, en fait, effectivement, dans notre scénario, il n'y a plus d'hommes, hein. On laisse à chacun, finalement, son imagination pour essayer d'expliquer éventuellement pourquoi il n'y a plus d'hommes dans notre scénario dans 10 millions d'années. Et puis, on essaye de construire des écosystèmes. Donc, avec des plantes, avec des arthropodes, des insectes, des céphalopodes dans les océans, et puis des poissons, des oiseaux aussi, des mammifères. Donc, on essaye de composer, en fait, un écosystème le plus complet possible. Tout cela, c'est après ce qu'on pourrait appeler la 6e extinction? Oui, les collègues biologistes parlent de plus en plus de la 6e extinction. On serait déjà dedans à l'heure actuelle, vu le nombre d'extinctions de beaucoup d'espèces présentes. Et finalement, ce travail-là, c'est une invitation à l'imagination, mais c'est aussi une invitation à réfléchir sur l'impact de l'homme dans la nature. L'impact de l'homme dans la nature, c'est aussi le message qui transparaît dans ce livre, 6e extinction, du fait des agissements des êtres humains. Oui, c'est que ce livre, au-delà d'être une invitation au voyage dans un monde imaginaire, c'est aussi comme un cheval de Troie aussi. Ça permet en fin de compte d'aborder des problèmes actuels et c'était une autre façon de les aborder, quoi. Alors il y a un film que vous avez forcément vu tous les deux, La planète des singes. La dernière sec évoque cette destruction de l'humanité, à ceci près quand même que, contrairement à votre travail, on voit cette vision du futur dont il ne reste rien de l'humanité, mais dans le film, il y a une trace de la civilisation humaine, avec cette statue justement de la liberté, etc. Et pourquoi vous n'avez pas fait ce choix? C'est totalement absent pour attirer encore plus l'attention. C'est vrai que c'est une image magnifique où on voit les survivants de la zone interdite qui découvrent en fait cette statue, la statue de la liberté. Nous, on a en fait évacué, entre guillemets, tout ce qui est reste de la civilisation dans 10 millions d'années. Par rapport à l'échelle humaine, c'est très loin dans le temps, même si finalement, par rapport à l'âge de la Terre, 10 millions d'années, c'est demain. À ce sujet, peut-être, Marc Boulet? Nous, ce qu'on voulait par rapport à ça, c'est déjà créer des univers dans lesquels il n'y ait plus aucun rapport à l'homme. On voulait vraiment enlever complètement cette identité. Comme s'il était une espèce aussi qui a disparu. L'intérêt par rapport à ça, c'est qu'on voulait surtout mettre l'accent sur le fait que l'évolution n'a pas commencé à l'homme, elle a commencé avant et elle continuera bien après. C'était vraiment un point essentiel qu'on voulait vraiment marquer en mettant justement l'absence totale de toute trace d'humanité. Alors, on va peut-être. Il y a aussi cette bande un peu démonstrative, si l'on peut dire. En quoi c'est sur la méthode avec laquelle vous avez travaillé. Vous êtes servi de techniques modernes? Oui, c'est-à-dire que pendant très longtemps, donc j'ai fait, toujours actuellement, je fais des reconstitutions paléontologiques, donc avec soit des logiciels de modélisation organique, mais avant j'étais sculpteur traditionnel. Tridimensionnel. Et maintenant, donc, j'ai opté pour un nouvel outil de modélisation organique, ce qui me permet d'aller beaucoup plus vite et de faire des choses que j'aurais beaucoup de mal à faire en sculpture traditionnelle. Alors, vous êtes inspiré du travail de scientifiques, mais pas seulement. Il y a notamment cette citation fascinante du romancier américain Philip K. Dick. La réalité, c'est ce qui continue d'exister quand on cesse d'y croire. Il y a une dimension presque philosophique. Oui, presque. Finalement, notre création de chimère pose aussi des questions sur qu'est-ce que le réel. Effectivement, il y a une petite connotation philosophique dans cette phrase et dans cet ouvrage, j'espère, qui, encore une fois, invite le lecteur à réfléchir sur qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui et quel est l'impact. Cet imaginaire, on l'a dit, mais est-ce qu'il y a quand même toutefois une part de fantaisie? Je parlais par exemple de ce perroquet à propulsion. Est-ce qu'on peut imaginer que les espèces... Un pingouin, pardon, que je confonds avec le fameux perroquet. Est-ce qu'il peut y avoir... Est-ce que vous avez laissé libre cours aussi? Est-ce qu'il y a un côté comme ça un peu fou, si on peut dire entre guillemets? Oui, de mon côté scientifique, je me suis vraiment amusé avec des noms de genres et des noms d'espèces plus ou moins loufoques ou plus ou moins amusants, dédicacés soit à des artistes, chanteurs,
soit à des auteurs de science-fiction comme Philippe Cadic justement ou d'autres. Donc ça a été vraiment un plaisir. Et puis c'est toujours un plaisir de travailler avec Marc Boulet. Ouais. Et Marc Boulet, Charles Darwin disait « Nous pouvons même jeter dans l'avenir un coup d'œil, déjà à l'époque, et prédire que ce sont des espèces les plus communes et les plus répandues appartenant aux groupes les plus considérables de chaque classe qui prévaudront ultérieurement et procréeront des espèces nouvelles et prépondérantes. » Expliquez-nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il n'y a rien au fond de surprenant quand on voit votre livre? Non, il n'y a absolument rien de surprenant. Et justement, ce qui était intéressant par rapport au travail qu'on a fait pendant à peu près une quinzaine d'années avec Sébastien, c'est que le fait d'avoir modélisé et sculpté des dinosaures ou des animaux préhistoriques pendant très longtemps, on s'est aperçu, enfin, de quoi moi je me suis aperçu d'un point de vue de sculpture animalier, que les formes se répétaient, celles qui fonctionnent se répètent. Et donc à nous deux, enfin en tout cas, moi j'ai au moins au niveau des reconstitutions paléontologiques, au moins 450 millions d'années de travail que j'ai fait en sculpture. Et les formes qui fonctionnent se répètent. Et je trouve ça vraiment assez... D'ailleurs, on a tendance à l'oublier, mais je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais il me semble que la baleine, l'ancêtre de la baleine, serait un animal proche de l'hippopotame. C'est presque ça. Hein. Ouais. Alors aujourd'hui, comme ça paraît quand même assez fascinant. Sur cette question précise, ça, encore une fois, pas de surprise dans votre livre, dans la mesure où ces espèces-là, elles vivent aussi dans des milieux tels qu'on les a aujourd'hui. Oui, tout à fait. On a repris finalement des milieux existants, comme l'océan, comme les côtes, le littoral, comme des forêts, des déserts. Et puis on a en fait posé finalement comme un jeu de rôle, un jeu de plateau, on a posé ces espèces qu'on a emboîtées les unes dans les autres pour les rendre le plus plausibles possible. À qui s'adresse ce livre? La question peut paraître anodine, mais tout de même, je vous vois sourire. Marc Boulet? Oui, c'est une très bonne question. Non, à ceux qui seront à COP21, peut-être, au mois de décembre prochain, la grande conférence sur le climat, mais pas seulement. Ce serait bien qu'ils le lisent et qu'ils regardent les images, surtout, qu'ils se projettent un petit peu dans l'avenir. Ça serait certainement bien. En tout cas, une bonne leçon de modestie pour eux. Mais ça s'adresse au moins aux enfants de 7 ans jusqu'à... peut-être 750 ans, quelque chose comme ça. 777 ans. Voilà. Il s'adresse aussi, vraiment, il est très pédagogique aussi. Bien sûr, il y a ces noms latins, mais il est très accessible. Oui, on a essayé vraiment de faire le texte d'une manière très compréhensible, très lisible. Et il peut plaire aussi à beaucoup de passionnés de monde perdu, de paléontologie, comme de science-fiction, puisque c'est de la science-fiction. Demain, les animaux du futur avec Marc Boulet et Sébastien Steyer. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous faire partager cette aventure à la fois scientifique et donc humaine, si je puis dire. Merci et animalière. Merci à tous les deux.